C'est à la limite de l'arnaque. Mon premier contrat d'édition, j'avais 19 ans. J'écris de l'imaginaire publié, mais toutes les semaines, des nouveaux chapitres. On est payé une fois par an et 8%, 8-10%, c'est considéré comme un bon pourcentage de droit d'auteur. L'auto-édition, ça m'a apporté un sentiment de sécurité en fait et de liberté. C'est que j'écris dès que je peux. C'est jamais trop tard en fait. J'ai créé mon école d'écriture en ligne et ils ont adoré, tant et si bien qu'on a fait 6 volumes. Je trouve ça injuste que par exemple les auto-édités ne soient pas pris en compte dans les prix littéraires du marketing. En fait, c'est une grosse partie du métier en fait d'auto-éditer. On doit diffuser la littérature. Point. Salut Cécile, merci d'être présente sur ma chaîne YouTube. Et salut Jérémy, merci beaucoup de m'accueillir, en tout cas ça fait très plaisir. Écoute, moi aussi, ça me fait extrêmement plaisir que tu sois là. Alors, je te présente en une ligne et puis après, je te Mhm. laisserai plus la parole. Tu seras plus à même que moi de te présenter. Mais grosso modo, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es une autrice, tu as écrit des dizaines de livres, tu as publié en auto-édition, mais aussi tu es passé par des maisons d'édition plus traditionnelles. Je pense que c'était très important que tu sois sur la chaîne aujourd'hui avec nous parce que sur cette chaîne, tu sais, je parle souvent de promouvoir son livre, de faire de la publicité, mais très rarement finalement d'écriture, alors que c'est une partie aussi extrêmement importante. Mais je ne suis pas vraiment légitime pour en parler. Et je pense que toi, tu étais vraiment légitime. Et du coup, c'est pour ça que je suis très content de t'avoir parmi nous. Entre autres, tu as quelques milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, tu as une page Wikipédia, comme on disait, tu es autrice, mais tu es également formatrice. Tu as tes propres programmes et tu interviens même dans ma formation Amazon KDP Pro. Et du coup, c'est pour ça que je suis extrêmement heureux de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Bienvenue sur cette interview, bienvenue sur ma chaîne. Bah oui, ravie d'être ici également, et merci encore pour l'accueil. Donc oui, ça fait depuis 2009 que je publie, et depuis 2005 que j'écris. J'ai commencé, j'étais très très jeune, j'étais ado, je crois que j'avais 13 ans ou un truc comme ça. Donc vraiment, c'était à l'époque où il y avait à peine encore l'ADSL, on savait pas ce que ça voulait dire la 4G, donc voilà, c'était vraiment très très ancien. Et à l'époque, il y avait un site qui s'appelait fanfiction.net. Et donc sur ce site, qui existe toujours aujourd'hui, on peut toujours trouver mes débuts d'écrivain, ce qui est un peu honteux, mais j'en suis fière aussi. J'écrivais des fanfictions dans divers univers. Et en fait, un jour, j'en ai eu marre, j'ai fait le tour et je me suis dit: «Allez, je me lance». Je me suis pas dit: «Je vais être écrivain». J'ai juste écrit pour mon plaisir. Et en fait, j'ai continué toute ma vie, même aujourd'hui, à écrire pour le plaisir. Et un jour, je me suis retournée et j'étais écrivain. Et donc le jour où notamment tu citais la page Wikipédia, où elle a été publiée, c'était un des points marquants qui font que je me suis rendu compte que, ah oui, bah, j'avais fait de l'écriture mon métier. Et vraiment, ça a été par une réalisation extrêmement progressive. Et une de ces réalisations, ça a été bah, quand je me suis rendu compte que je voulais pas être prof de fac, puisque j'ai fait un master et une thèse de doctorat à l'université d'Aix-en-Provence. Et je me suis dit, je veux pas être prof à la fac, mais je vais enseigner quand même. Et donc j'ai appris la pédagogie là-bas et notamment j'ai donné des cours d'écriture créative en premier là-bas, c'était en multilingue, alors c'était, en anglais principalement, mais on avait aussi, du japonais, de la langue arabe, enfin plein de langues différentes. Moi je parlais, français, anglais, japonais, c'était déjà bien. Et du coup je leur faisais écrire un roman multilingue en petits groupes de 5, tu vois? Pour, débloquer le côté créatif et réussir à parler anglais ou parler japonais et cetera. Et du coup voilà, donc j'ai commencé comme ça et derrière j'ai créé mon école d'écriture en ligne, qui s'appelle l'école d'écriture 2.0 et enfin que tu connais du coup. Et heu et ça c'était en 2019, donc j'ai tenu ma thèse en 2018, j'ai ouvert l'école d'écriture en 2019 et depuis ça roule et ça roule tellement bien que, bah, du coup maintenant on travaille ensemble et c'est un plaisir, voilà. Je sais pas si j'ai tout dit, enfin j'ai l'impression que j'ai fait un bon résumé, mais tu me dis. Plaisir partagé. Très très bon résumé. Et du coup, je vais revenir sur quelques points de Mmh. ton parcours. Donc, tu nous disais que tu avais commencé vers l'âge de 13 ans. Mmh. Euh, à quel âge tu as vraiment écrit ton premier livre? Parce que peut-être qu'à 13 ans, tu écrivais peut-être Mmh. pas vraiment des livres ou peut-être des petites histoires. À quel âge vraiment tu as commencé à écrire ton premier livre et peut-être à quel âge tu as publié ton premier livre? Comment c'est arrivé Alors ce j'ai passage-là? commencé à écrire le livre qui allait être publié en 2005. Je suis née en 88, je vous laisse faire le calcul. Mais mon premier contrat d'édition, j'avais 19 ans, il me semble. La maison d'édition a mis la clé sous la porte 1 mois avant la publication du roman. J'étais pas très contente, voilà. Alors vraiment, ça ne peut plus se produire aujourd'hui. Mais
j'ai mis, c'était les débuts de Facebook, tu sais? Et j'ai Mmh. mis, «Oui, j'ai un roman, qui a été, corrigé par un éditeur et puis il a mis la clé sous la porte et il y a pas un éditeur qui voudrait publier?» Et on m'a répondu favorablement sur Facebook. OK. Donc du coup, j'ai trouvé, mon premier éditeur comme ça, ma première éditrice pour être exact, c'est toujours Corinne Guiteau aux éditions Voyelle. Donc tout petit éditeur, micro-éditeur qui tient toujours, vaillamment la barre aujourd'hui. Et écoute, ça s'est super bien passé et depuis, bah, je suis allée chez différentes maisons d'édition puisqu'on a quand on est auteur, on n'est pas associé à une seule maison d'édition. Et vraiment enfin ça a été une aventure extraordinaire. Et donc j'avais, 1er roman vraiment que j'ai commencé à écrire, ouais, je pense que j'avais 17-18 ans. C'était Entrechat. OK. C'est toujours Entrechat, mon premier roman. Et c'est avec ce roman-là que j'ai eu mon premier contrat d'édition. Et à l'époque, l'auto-édition n'était pas envisageable pour moi parce qu'en fait, je crois bien me souvenir que Amazon KDP n'existait juste pas. Et je sais même pas si Amazon était déjà encore très connu en France. Donc c'était vraiment les débuts, quoi. Voilà. Ouais, parce que là, du coup, c'était quoi? Autour de 2010, quelque chose comme ça? Ouais, peut-être même avant, je pense 2009, il me semble. Ouais. Ouais, ouais, alors que c'est vrai que KDP, alors avant ça avait un autre nom, Amazon KDP, Mmh. je sais je connais plus le nom, j'ai J'ai perdu oublié le nom. aussi. Tellement c'est C'était ancien. peut-être quoi? Peut-être 2015 ça a commencé peut-être? Je sais pas, je voudrais Ouais, pas dire de bêtises, mais je pense par là, ouais. Donc c'est vrai que c'était pas démocratisé, ouais, l'auto-édition. non, du tout. Mais après, j'ai commencé l'écriture très, très jeune de mon côté, mais il y a des gens, qui ont commencé l'écriture à la même période que moi, qui étaient plus âgés, de 10 ou 20 ans par exemple, et qui écrivent encore aujourd'hui. On a des carrières qui se suivent en fait. Donc en fait, peu importe l'âge à laquelle les gens commencent, c'est jamais trop tard en fait. C'est trop tard Mmh. quand on est mort, voilà. Là, c'est trop tard. Mais OK. avant, c'est OK. OK. Je reviens sur l'espèce de déclic. Tu nous as dit tout à l'heure, que quand tu avais vu ta page Wikipédia, tu t'es dit: «Ça y est, je suis, autrice». Mmh. À ce moment-là, du coup, tu avais, aussi ton école d'écriture déjà, c'est ça? Non, je crois que c'était un tout petit peu avant, parce qu'en fait, j'étais encore en thèse à ce moment-là. Donc je pense que c'était un petit OK, peu avant, 1 ou 2 ans avant peut-être, quelque chose comme ça. J'ai plus la OK. date exacte, je sais que c'est l'année où j'étais invitée aux Imaginales d'Épinal, qui est donc un des plus grands salons du livre de l'imaginaire, en France et en Europe. Et j'étais trop contente, j'étais invitée officielle et tout, enfin vraiment c'est un peu c'est la Mecque des auteurs d'imaginaire, quoi. Et du coup j'étais ravie et j'ai fait des conférences et cetera. Et entre 2 conférences, en fait, à la table de dédicace, il y a un monsieur qui vient, qui a une chaise à la main et il me dit: «Je peux m'asseoir?» Alors j'étais polie, j'ai dit: «Oui». Il me dit: «Oui», il me dit: «Je viens pour Wikipédia», il me dit: «Je fais partie d'une association, on réalise des pages Wikipédia d'auteurs, en fait». Et donc il m'a expliqué tous les critères, parce qu'il y a des critères évidemment, c'est pas juste, nous on va être sur Wikipédia, sinon, tout le monde peut avoir sa page Wikipédia. Et là, en fait, il y a des critères vraiment d'accessibilité. Je sais plus exactement lesquels c'est, mais je crois qu'il faut un certain nombre de publications en maison d'édition traditionnelle pour le coup. Plus, avoir, enfin, je sais plus, il y a une question de Mmh. nombre et d'années de pratique aussi. Et c'est tout, je crois. Et du coup, il m'a interrogée sur mon parcours d'écrivain et cetera et il a fait la petite page Wikipédia. Voilà. Donc OK. ça a été un des déclics. Il y avait aussi avant, quand j'ai tenu mon roman pour la première fois, j'étais chez mes parents avec, Mmh. tous les romans qui arrivent que je devais dédicacer pour l'opération de précommande. Il y en avait 130, un truc comme ça, précommandés, c'était pas mal quand même. Et enfin voilà, il y a plein de moments de déclic en fait que je pourrais te citer, enfin je peux t'en citer d'autres si tu veux, mais voilà. C'était OK. progressif. OK. Donc le premier roman, tu, viens d'évoquer du coup que tu avais fait des précommandes et tu en avais fait, Oui. du coup 130. Souvent ça, tu sais quand les personnes, ils me contactent et qu'ils lancent leur premier livre, bah, Mmh. finalement les premières ventes c'est le plus dur. Toi à l'époque, comment, ça s'était passé? Comment tu Bah, en avais, fait, moi, c'est trouvé ces grâce à la premières ventes? fanfiction. Parce que quand j'ai écrit depuis 2000, je sais pas combien, enfin, quand j'avais 13 ans que j'ai écrit, j'écrivais, je publiais des fanfictions enfin, vraiment, je publiais, mais toutes les semaines des nouveaux chapitres. Enfin, enfin, tu sais, avec l'énergie de l'adolescence et la naïveté de: «Oh, c'est bon, les devoirs, ce sera pour plus tard», voilà, grosso modo. Mais du coup, je publiais, j'écrivais beaucoup et en fait, il y avait plus d'une centaine de personnes qui étaient des fans hardcore de ce que je faisais, en fait. Et du Génial. coup, bah, c'est ces gens-là, plus ma famille, mes proches, qui ont commandé. Et on est arrivé à 130 précommandes sur un livre quand même qui était à 30 € plus frais de port, en dur et tout, parce qu'on avait fait une édition spéciale numérotée et cetera. Et vraiment ça s'était très bien passé. Mais donc pour faire des précommandes, je dirais, pour que ça fonctionne surtout, faut avoir une petite communauté. Même pas énorme, je veux dire 100 personnes, ça peut paraître énorme aujourd'hui, mais en même temps c'est rien. Quand il y en a maintenant qui ont des communautés, ils ont 1 million d'abonnés et plus, enfin voilà. Donc comme quoi OK. on peut partir avec, 50 personnes de son côté et un bon livre sous le bras. Voilà. Génial, top.
Ça, c'est ton premier livre. Après, tu en as Mmh. écrit d'autres. Combien tu en as écrit des livres? Au J'ai dit dernier plusieurs dizaines comptage, tout à l'heure, je suis à mais 29. à 29. OK. Ouais, mais ils sont pas tous publiés. Il y en a, je les ai gardés dans mes tiroirs parce que, beh, ils étaient pas bons, tout simplement. Il y en a, ils sont en soumission en ce moment et OK. d'autres, ils ont été acceptés, mais en fait, ils ont pas encore, reçu la correction éditoriale, quoi que ce soit, donc du coup, on est en train de travailler dessus, quoi. Voilà. OK. Et tu écris quoi comme, type d'ouvrage? Est-ce que Oh. tu as, des cibles bien précises? Est-ce que, ouais, quel type de livre tu écris? Alors, j'écris des livres pour les gens qui me ressemblent. Pour moi, ma cible primordiale, c'est ça et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens à qui je ressemblais et qui me ressemblaient, donc ça, c'était chouette. Donc en fait, j'écris de l'imaginaire principalement parce que c'est ce que j'ai commencé à lire et à écrire en premier. Moi, je suis une grande fan des Royaumes du Nord de Philippe Pullman, je crois qu'on les voit juste ici là, les Magic Charlie de Audrey Alouette, là, juste derrière. Je sais pas si à la caméra ça passera, mais voilà. Je sais pas, j'ai lu du Stephen King, j'ai lu, là sous les yeux, j'ai Le cycle des secrets de Manon Fargueton. Enfin voilà, j'ai plein de livres que j'ai lus, alors, plus récemment parce que Manon Fargueton ça c'est récent, mais anciennement et donc du coup, j'ai toujours écrit dans les domaines qui me plaisaient le plus en me disant: «Il y aura si ça m'intéresse, il y aura quelqu'un d'intéressé fatalement» et en fait, j'ai jamais vraiment trop réfléchi en termes de cible au départ. C'est plus quand je me suis professionnalisée, où là, des éditeurs me disaient: «Oui, on a pour telle collection, on a besoin, de tel type de livre» et qui me passaient commande et là, en fait, fatalement, on est obligé de réfléchir en termes de cible. Donc il y a 2 aspects créatifs pour moi. Il y a l'aspect purement créatif, récréatif, en fait, j'écris pour moi, j'écris pour mon plaisir et si ça plaît, bah, tant mieux et il y a aussi l'aspect, bah, commande que je sais également faire et où vraiment je réfléchis en termes de cible. Notamment, une fois, on m'a dit: «Voilà, Cécile, il faudrait écrire et c'est très spécifique, pour les gens de la région d'un salon du livre où j'étais invitée, le salon me passait commande d'un livre de steampunk pour les 8 à 12 ans. Très OK. spécifique. Il fallait que le nom du village qui passait commande, plus, d'autres éléments historiques et sociaux et culturels apparaissent dans le récit et il fallait que je leur livre un synopsis convaincant. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait, ils ont adoré, tant et si bien qu'on a fait 6 volumes au final, donc ça c'est cool. OK. Et voilà et donc ça s'est très bien passé donc j'écris pas pour une cible spécifique de manière consciente, mais quand il faut, je sais faire. Par exemple, là, l'année dernière, j'ai écrit et auto-édité sur Amazon KDP un polar qui s'appelle 610 secondes et c'était écrit pour une cible spécifique. D'accord. C'était écrit pour, mais c'est vraiment très, très niché, c'était pour les gens qui m'avaient découvert en imaginaire et qui aimaient mes héroïnes badass. C'est hyper spécifique. Et par ailleurs, c'était aussi pour les gens qui ne me connaissaient pas et qui n'aimaient pas l'imaginaire, mais qui étaient dans mon public de l'école d'écriture, en fait. Et je me suis dit: «Bah, peut-être qu'il y a moyen de faire un pont» et ça a plutôt bien fonctionné puisque du coup, ceux qui ont découvert en thriller sont allés dans l'imaginaire et vice versa, en fait, donc c'était chouette. Voilà. OK. Je sais pas si ça OK, répond à la génial. question, c'est peut-être un peu large comme réponse, mais Si, alors pour te dire, je me rappelle même plus de la question alors, j'avais une cible, pour Oui, dans quel genre oui, j'écrivais si j'avais exact. une cible. Oui, oui, Mmh. donc si, ça répond bien à la question, si. Bon, ça va alors. OK et alors du coup, tu viens de parler d'auto-édition, donc c'est Mmh mh. bien, ça me permet de faire le pont. Donc tu commences avec l'édition, traditionnelle, tu fais après de l'auto-édition. Pourquoi? Oui. Comment? Quelle est la raison? Alors, un besoin d'indépendance et d'autonomie. En fait, dans le milieu de l'édition traditionnelle, ce qui est normal et logique, on est tenu par des contrats, on a, des collaborateurs du coup, qui ne sont pas nos patrons, qui sont même pas nos collègues non plus, parce qu'on n'est pas dans la même entreprise, on n'est pas non plus des clients pour eux, ils ne sont pas des clients pour nous. C'est très particulier le rapport, auteur et maison d'édition. Hem, il y a des gens avec qui ça se passe très bien, des gens avec qui c'est un peu plus tendu et en fait, de maison d'édition en maison d'édition, on sait pas trop exactement sur quel pied danser des fois, tu vois? C'est un peu toujours, voilà, c'est un peu délicat et hem et même quand ça se passe bien ou que ça se passe mal, peu importe, au niveau des revenus, on est quand même sur une reddition de compte par an. Donc c'est-à-dire qu'on est payé une fois par an et on gagne, bah, comme tu le sais, beaucoup, beaucoup moins qu'en auto-édition au livre à l'exemplaire vendu. Moi alors, un de mes meilleurs contrats que j'ai eu, j'ai réussi à négocier 20 de droits d'auteur, ce qui est Mmh. énorme et extraordinaire. Mais là, il y a d'autres, contrats où je suis à 8 tu vois? Et 8 8-10 c'est considéré comme un bon pourcentage de droits d'auteur.
Enfin, ça commence à être intéressant, quoi. Et si on en vend plus de 3 000, on passe à 10, et puis si on en vend plus de 6 000, on passe à 12, et cetera. Mais on est payé qu'une fois par an. Mais les factures, ça tombe tous les mois, voire toutes les semaines pour les courses, et cetera. Donc en fait, c'est extrêmement précaire comme métier, et quand je me suis lancée, j'avais pas des envies de richesse, et cetera. Et d'ailleurs, l'auto-édition, me concernant personnellement, j'ai pas fait ta formation, donc je pense que si je l'avais faite à l'époque, ça aurait été mieux. Mais ne m'a pas rendue riche, ou quoi que ce soit. Mais par contre, elle m'a apporté un complément de revenu assez bienvenu, à des moments où j'en avais besoin. Et aussi un sentiment, et je trouve que c'est important comme d'avoir cette émotion-là aussi, de liberté. Et de me dire: «Si ça se passe mal avec les éditeurs, je peux quand même tirer mon épingle du jeu et mon lectorat me suivra». Et donc quand j'ai pu auto-éditer la première fois, c'était avec, Latour, qui est actuellement sur Amazon toujours. C'était uniquement en numérique en plus, parce qu'à l'époque, je crois que le papier, c'était un peu compliqué de le faire sur Amazon déjà KDP. Il y avait pas encore tout ce qu'il y avait, enfin, il y avait aux États-Unis, mais pas en France encore, en fait. Mmh. Et du coup, vraiment, ça m'a apporté un sentiment de sécurité, en fait, et de liberté. Voilà. OK. Donc, je trouve que, allier les 2, quand on veut mener une carrière d'auteur, à la fois, d'avoir le côté liberté d'Amazon KDP, mais aussi d'avoir le côté, il faut le dire, reconnaissance du milieu littéraire avec les prix littéraires qui n'acceptent pas les auto-édités, par exemple. Ça c'est un truc contre lequel je me battrai toujours, mais je pense que malheureusement je ferai pas une grande différence, mais c'est pas grave. Je le dis, je trouve ça injuste que, par exemple, les auto-édités ne soient pas pris en compte dans les prix littéraires. Du coup, avoir les deux, en fait, vu qu'on reste une seule personne, je trouve que ça permet d'avoir un équilibre entre la reconnaissance du milieu professionnel et très traditionnel de l'édition, et cetera, et d'avoir aussi, le côté liberté et revenu en plus de l'auto-édition, en fait. Mais c'est plutôt pas Mmh. mal, je trouve. Voilà. OK, je comprends. Alors, tu as déjà cité des points, mais j'allais te demander quels sont pour toi, les avantages de passer par une maison d'édition Mmh. et après les avantages de l'auto-édition? Alors, tu en as déjà cité, Mmh. quelques-uns, mais souvent enfin, moi j'accompagne des personnes qui sont vraiment au début et qui savent pas: «OK, est-ce que je passe par une maison d'édition? Est-ce que je passe en Mmh. auto-édition?» Donc pour toi, quels sont par exemple les avantages des, maisons d'édition, traditionnelles? Eh bien, l'avantage, c'est qu'on n'est pas seul et qu'on n'a pas à gérer une grosse partie de la communication, de la vente, et cetera. Et notamment, enfin, moi, je sais pas toi, mais je connais beaucoup d'auteurs aussi qui sont très allergiques à tout ce qui est marketing, et cetera. Et vraiment, ils me regardent avec des gros yeux quand je prononce le mot commercialisation. Je suis là genre: «Oui, il faut y penser un peu quand même, hein, il faut faire du marketing, faire un pitch, c'est du marketing», par exemple. Ils me disent: «Ah non, pas ça dans la littérature», et cetera. Donc je les caricature un petit peu, je les aime beaucoup, d'ailleurs dédicace et bisous. Mais je trouve que c'est nécessaire, quand on fait de l'auto-édition, d'avoir cette appétence, pas juste, de pratiquer, en le subissant, le marketing, mais juste d'avoir l'appétence du marketing, en fait, c'est une grosse partie du métier, en fait, d'auto-éditer, au final. Alors qu'en édition traditionnelle, on n'a pas ça à faire, c'est toute la maison d'édition qui s'en charge. Et aussi, on n'est pas seul sur les questions d'édition pure du texte, donc pas de publication, mais vraiment d'édition, c'est-à-dire des choix au niveau des personnages, au niveau du style. Il y a plein de choses en fait que l'éditeur, va recommander, va apporter. Et en fait, quand on tombe avec un bon éditeur, avec qui on s'entend, enfin, qui est bon dans son métier, mais avec qui on s'entend bien aussi, c'est hyper important. Bah, en fait, c'est hyper rassurant en soi, et on se sent vraiment accepté, reconnu, et il y a vraiment une valeur ajoutée de l'édition traditionnelle que je pense on peut retrouver en s'entourant bien en auto-édition, mais que du coup on va payer de sa poche. Tandis que là, en fait, on le paye en cédant des droits d'auteur. Donc, en fait, il faut choisir son équipe, je pense. Qu'est-ce qui nous coûte le plus? Qu'est-ce qui nous rapporte le plus? OK. Et là, on fait bénéfice-risque et on voit où la balance penche. Voilà. Il y a enfin, en tout cas, moi, je considère un piège souvent avec les maisons, d'édition, c'est on a 2 types de maisons d'édition, Mmh. à, compte d'auteur et à compte Ah oui. d'éditeur. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence? Qu'est-ce que tu conseilles? Bien sûr. Alors, je vais le dire, attention, je vais pas le hurler, mais imaginez, c'est souligné, c'est en gras, il y a des points d'exclamation partout. Si on vous fait payer quelque chose en maison d'édition, ce n'est pas un éditeur traditionnel, c'est une maison d'édition à compte d'auteur, et je vais aller même plus loin que ça. Pour moi, c'est à la limite de l'arnaque, en fait. C'est-à-dire ils se disent éditeurs. Non, ce sont des imprimeurs de livres, des prestataires de services qui vont vous faire une couverture. Ça, c'est très honnête comme métier, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais ils ne peuvent pas se dire éditeurs quand ils acceptent littéralement tous les manuscrits qui arrivent, qui présentent une facture à 3 000 € et qui disent on va vous le publier en changeant une virgule. Pour moi, c'est pas ça être éditeur. Voilà. C'est en ça que je dis que ça, c'est tromper en fait les auteurs.
Donc si on vous demande de l'argent, très honnêtement, plutôt que de mettre 3 000 € chez une maison d'édition à compte d'auteur, mettez-les en auto-édition. Payez-vous un super graphiste, payez-vous une bonne correction éditoriale, payez-vous les meilleures pubs que vous pouvez sur Amazon KDP et Facebook, Meta et compagnie, mais mettez pas de l'argent là-dedans, quoi. Si vous avez 3 000 € à mettre dans un éditeur, faites-le vous-même, en fait. Parce qu'en plus, je le sais, j'ai eu des amis à l'époque où justement Amazon KDP n'existait pas, dont une de mes meilleures amies aujourd'hui. On s'est rencontrés parce qu'elle vendait son livre édité chez un de ces éditeurs-là, qui existe encore d'ailleurs toujours, et qui s'est pris un procès par plein de personnes. Enfin, je ne citerai pas son nom pour pas tomber dans la diffamation, mais voilà, si vous cherchez, c'est assez facile à trouver. C'est celui qui a ouvert une maison d'édition et une librairie et qu'il a fait faire faillite à plein de gens. Enfin bref, voilà. Et donc, du coup, c'est assez catastrophique. Et elle, en fait, elle a payé et il lui disait si vous vendez, je crois que c'était 200 exemplaires, au 201e, vous commencez à toucher les droits. Déjà, ça me paraît bizarre, surtout qu'on a payé pour être édité, mais bon, ok. Et en fait, elle a vendu beaucoup plus que 200, elle n'a jamais touché un seul centime. Ok. Mais elle avait payé très très cher, c'était plusieurs milliers d'euros, et vraiment, elle n'était pas contente, quoi. Et en plus, elle était mineure, elle avait 16 ans à l'époque. Ses parents, eux, étaient ravis, une maison d'édition avait accepté leur fille chérie, donc évidemment, ils ont signé, ils ont fait le chèque, et ils ont regretté aussi. Mais voilà, donc vraiment, si on vous demande de payer quelque chose, ne signez pas. Voilà, c'est pas une vraie maison d'édition pour moi. Et maison d'édition à compte d'éditeur, c'est que c'est sur le compte en banque de l'éditeur que sont prélevés les sous pour imprimer le livre, pour faire pour payer la facture du graphiste, de l'illustrateur. Donc en fait, compte d'auteur, c'est votre compte en banque qui paye. Compte d'éditeur, c'est le compte en banque de l'éditeur qui paye. Et là, c'est à compte d'éditeur, c'est une vraie maison d'édition traditionnelle. C'est-à-dire les maisons d'édition chez qui moi j'ai publié, par exemple les éditions Voyelle, les éditions du Petit Caveau, les nouvelles éditions ActuSF, les éditions Brajlon. Tout ça, c'est les éditeurs chez qui j'ai signé et je n'ai jamais déboursé un centime. Et je dirais même plus, c'est eux qui m'ont invité à des salons du livre, ils ont payé le train, ils ont payé l'hôtel, ils ont payé la nourriture. C'est un éditeur, c'est son rôle. C'est une entreprise qui a des fonds pour ça. Voilà. Top. Enfin, j'espère que j'ai pas été Merci pour. trop. Non, mais tu as bien fait. C'est pour ça que je t'ai lancé sur le sujet parce que Merci. alors je suis globalement de cet avis aussi. Hein, et c'est vrai qu'on voit tellement de monde qui se font avoir, qui sont tellement heureux de se faire éditer leurs livres, mais en fait, derrière, ils ont perdu 3 000 €. C'est ça. Il faut le dire. Ok. Et du coup, est-ce que tu as des techniques pour se faire accepter par les vraies maisons d'édition? Parce que comme tu le signales, en fait, elles acceptent pas tout le monde. Et du coup, est-ce que tu as des méthodes, des petits tips à donner si on veut se faire accepter par une maison d'édition? Oui. Alors j'en ai beaucoup. J'ai fait une masterclass sur le sujet qui s'appelle l'auteur en quête d'éditeur, en fait. Et c'est une masterclass complète de j'ai fini mon manuscrit à j'ai envoyé mon manuscrit, avec toutes les étapes de correction, tout ce qu'il faut vérifier, etc. Mais pour moi, en gros, ça se résume à travailler le roman jusqu'à s'en dégoûter. Parce que quand on s'en dégoûte, ça veut dire que c'est bon, il est prêt. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive. Hein. Dès que je me dégoûte d'un roman que j'ai écrit, je dis ah ça y est, c'est bon. Lui, je peux plus le voir en peinture, c'est le moment de l'envoyer. C'est bon, il est prêt. En gros, on l'a relu 16 fois ou 18 et on n'en peut plus. Travailler correctement ce qu'on appelle le synopsis, donc qui est pas du tout quelque chose qui se fait en auto-édition, mais qui est vraiment traditionnel en édition traditionnelle à compte d'éditeur. C'est-à-dire que le synopsis, c'est un résumé objectif du roman, de sa première ligne à sa dernière ligne, en 2 pages. Donc c'est un exercice extrêmement compliqué de synthèse. Et bon, moi j'ai des méthodes pour rendre ça assez intéressant. Mais il faut que le synopsis non seulement résume les événements, mais aussi les thématiques qui rendent le récit intéressant, en révélant les moindres recoins nécessaires. Donc en fait, c'est un document de travail, c'est un document technique, c'est pas du tout littéraire en fait. Et c'est pas non plus un document marketing, c'est vraiment un document de travail interne. Donc ça, je vous conseille d'apprendre à le faire en fait, vraiment, vraiment, vraiment. Mais d'ailleurs, si tu veux, on en fera l'objet d'un cours pour Amazon KDP aussi, c'est possible. Et également soigner la lettre d'accompagnement, qui n'a pas besoin d'être très longue, mais elle a besoin de contenir des informations que les éditeurs veulent voir. Typiquement, que vous connaissez leur collection, que vous savez pour quelle collection vous envoyez, ils sont plutôt contents. C'est mieux. Vous donnez le genre littéraire du manuscrit, le public ciblé, le nombre de signes, espaces comprises, les espaces étant féminines en édition, et on compte en espaces, en signes dans l'édition traditionnelle. Et aussi tout élément qui pourrait être intéressant pour que l'éditeur
et une rapidité d'accès aux manuscrits. C'est-à-dire que faut se figurer, ils reçoivent entre 50 et 60 manuscrits par jour environ, les grands éditeurs. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc en fait, quand ils ouvrent le mail, ils aiment bien avoir une espèce de cartographie générale du manuscrit qu'ils reçoivent. Si vraiment l'éditeur publie de la romance et vous lui avez envoyé un thriller, il va vous dire bah non en fait. Et ça va lui prendre 5 minutes et il sera très content que vous l'ayez dit, et vous aussi en fait, parce que du coup, vous n'auriez de toute manière jamais été édité chez eux, au moins vous avez une réponse. Si par contre c'est du thriller, qui publie du thriller, il se dit ah tiens, c'est du thriller avec un mélange de romance, ça m'intéresse, il va envoyer à la bonne personne du comité de lecture qui est chargée de ça, en lui disant tiens, regarde ça. Et c'est cette personne-là, en fait, qui va lire le synopsis d'abord. S'il voit qu'au début du synopsis, ça l'intéresse vachement, il lira pas la fin du synopsis pour se réserver la surprise des événements. Et donc, il va entamer le roman. Et si au niveau du style, ça passe et ça lui plaît dès les premières pages, il va lire le roman en entier. Voilà. Donc, il y a plusieurs sélections. Donc, le synopsis, le mail est un multi-sélection en soi, le synopsis aussi, les premières pages du manuscrit aussi. Et si vous passez tout ça, généralement, ils vous lisent jusqu'au bout. Voilà. Et pareil, envoyer à un éditeur et à une collection de maisons d'édition qui publient vraiment le genre littéraire de votre récit, c'est hyper important. Donc tout à l'heure, tu parlais de la cible. Mais en fait, la cible, c'est l'éditeur qui la détermine la plupart du temps. Et nous, en fait, on vise un truc un peu plus large. Et après, le travail de l'éditeur aussi, c'est de nous amener à cibler davantage le manuscrit pour la collection en question, qui elle-même cible une cible très précise. Voilà. Ok, Je ne sais pas si j'ai top. été très claire et si ça te Si, paraît... plein de Ouais. petites Ok. idées, donc je pense que c'est très intéressant. Ok, on a parlé d'édition traditionnelle. On va revenir un peu plus sur l'auto-édition. On a fait un peu les avantages de la maison d'édition. Tu as des avantages de l'auto-édition que tu te dis, ça c'est quand même top et c'est avantageux par rapport à la maison d'édition. Il y a une liberté. Au niveau financière que j'évoquais tout à l'heure, ça c'est un des avantages, mais en fait, il y a aussi une liberté créative beaucoup plus large. C'est-à-dire que il est possible d'écrire absolument ce qu'on veut et d'avoir le meilleur roman qu'on puisse produire dans un genre un peu chelou, mélangé au croisement des trucs, etc. Mais la plupart des maisons d'édition aiment bien quand même avoir des choses qui sont un peu... ça rentre dans des cases, quoi. Dans les collections, et puis la petite case ici, etc. Et en gros, même si c'est le meilleur manuscrit du monde, mais que c'est pas considéré comme étant quelque chose qui va se vendre, ils vont dire non, en fait. Et je trouve que dans l'auto-édition, l'avantage, c'est que en fait, celui qui nous dit non, c'est le marché. Donc on se lance quand même, on tente quand même, et en fait, je trouve que c'est quand même agréable d'avoir son roman qui existe. S'il a du succès, c'est encore mieux, mais dans tous les cas, il existe. Et l'auto-édition, en fait, permet d'accéder à ça, et en soi, je trouve que c'est une forme de démocratisation, l'auto-édition, de la publication de livres, en fait. Et autant il y a des gens qui disent ouais, il y a de plus en plus de gens qui veulent écrire, qui veulent publier, il n'y a plus le tri. Tu sais, c'est tous les aigris là, de la littérature ancienne qui disent ouais, c'est pas bien, les gens ils publient trop aujourd'hui, et puis la littérature elle est nulle, machin, enfin tout cela là. Déjà, ils lisent pas la littérature d'aujourd'hui généralement, ils lisent la littérature d'avant les années 1950. Et ensuite, quand ils le lisent, ils ont le nez froncé dès la première page, donc ils ont déjà un avis sur ce qu'ils n'ont pas lu. Et enfin, surtout, c'est des gens qui sont un peu élitistes, hein, en fait, il faut le dire. Et je trouve que du coup, Amazon KDP et l'auto-édition en général, ça rend la littérature moins élitiste. Et ça, c'est formidable, en fait. Parce que ces mêmes personnes qui sont aigries vont te dire oui, mais il faut éduquer les gens, il faut que les gens lisent, donc ils veulent qu'on lise, et de préférence qu'on les lise eux ou ce qu'ils aiment, parce qu'apparemment, il n'y a qu'eux qui ont le droit d'être égoïstes. Et en même temps, ils ont une envie d'éduquer le monde quelque part, tu vois. C'est-à-dire que leur élitisme part d'une bonne intention qui est que la littérature, c'est un truc qu'on doit diffuser, mais pour eux, à certaines conditions. Pour moi, c'est on doit diffuser la littérature, point. Par n'importe quel moyen. L'auto-édition, c'est génial pour ça. Et vraiment, je trouve que c'est un outil de démocratisation grâce à Internet et notamment Amazon KDP, parce qu'il y a d'autres modèles qui sont beaucoup moins pratiques, hein, je trouve d'ailleurs. Mais vraiment, je trouve que ça, c'est formidable. Et outre réaliser le rêve des auteurs, c'est aussi donner accès à la lecture à des gens qui ont peu de moyens d'accès. Ne serait-ce que hier, j'étais dans une librairie, celle de ma meilleure amie, donc j'étais à Aix-en-Provence, à l'entour de Calliope, pour voir une autre amie. Et cette autre amie-là, elle a de la famille qui est au Bénin, et en fait, là-bas, ils lisent des livres d'Amazon KDP, en français. Et les livres de librairie d'édition traditionnelle, ils n'arrivent pas à les avoir, en fait, la plupart du temps. Voilà.
Et du coup, Ils c'est doivent les lire en e-book, je suppose? oui, tout à fait. Ouais. Et parce que du coup, là-bas, pas tout le monde apparemment n'a de boîte aux lettres, ce que je ne savais pas. J'ai appris ça hier. Et du coup, elle m'a dit: «Non, non», mais elle m'a dit, «Ils ont des liseuses, ils ont des téléphones et cetera et en fait, ils lisent sur téléphone». Et donc ça participe à l'alphabétisation des jeunes d'aujourd'hui et notamment des petites filles. Voilà. Donc l'auto-édition, c'est quelque chose qui démocratise, c'est quelque chose qui peut être, attention, je prononce un gros mot, féministe, c'est-à-dire pour l'égalité des genres, hein, pas que des femmes, mais vraiment une égalité Mmh. homme-femme, et personnes non binaires et je trouve que c'est extraordinaire comme outil, en fait et je comprends pas les gens qui crachent dans la soupe, en fait. Ils sont juste aigris, en fait. Voilà, c'est tout. OK. Je suis 100 d'accord avec toi. Quand on voit le nombre de personnes qui pensent un jour se dire: «Ah, j'aimerais bien peut-être un jour écrire un livre», je crois que c'est Mmh. 70 des Français qui se disent ça. Ouais. Je crois que c'est 5 qui commencent à écrire et je crois que Mmh. c'est moins d'1 % qui publient Ouais. parce que c'est compliqué, en fait et donc effectivement, l'auto-édition, ça quand même simplifie, le processus et ça permet finalement à la personne qui veut juste écrire, je sais pas, un petit poème, qui veut raconter, son histoire sur 50 pages ou qui veut parler d'un sujet eh bien, elle peut le faire finalement, très facilement. Ouais, tout à fait. Même les gens, quand tu parles de son histoire, justement, il y a son histoire personnelle aussi. Il y a des gens qui ont des vies extraordinaires. J'ai une amie qui est biographe, tu vois? Et elle écrit les romans de la vie des gens enfin, qui la payent pour, hein, grosso modo. Et ces gens-là, ils éditent pas forcément en édition traditionnelle, hein. La plupart du temps, ils vont en édition, auto-édition, en fait. Parce que, bah, c'est pour eux, ce qu'ils veulent, c'est diffuser leur histoire à quelques personnes, tu vois? Ils veulent pas forcément, un grand succès ou quoi que ce soit. Et je trouve que, bah, il y aurait pas ça, en fait, bah, passer par un imprimeur, c'est beaucoup plus compliqué, en fait, hein. Parce Oui. qu'il faut maîtriser, la tout ce qui est je crois que c'est la PAO, enfin la mise en page et cetera et c'est encore un métier à part entière. Alors que sur Amazon KDP, faut avoir Word et grosso modo un bon graphiste, ou une bonne image, qu'on a achetée et ça roule, quoi. Donc Mmh. Ouais, je suis d'accord. OK. Maintenant, parce qu'on pourrait parler un petit peu plus d'écriture, mmh entrer dans le détail. Est-ce que toi, tu pourrais me dire un petit peu comment tu écris, comment tu t'organises? Quel est un peu ton processus d'écriture finalement? Ouais, alors déjà, j'ai toujours du thé avec moi et une tasse mignonne de préférence. Et en fait, je suis à ce bureau ici, donc comme tu vois, c'est plein de livres partout. Et le but pour moi, c'est de me mettre à écrire. Donc en fait, mon rituel, c'est je m'assois et je commence. C'est J'arrache le bandage et j'y vais direct. Le cerveau est un muscle qu'on peut vraiment, entraîner à se mettre directement à la tâche. Donc j'ai très peu de rituels, en fait. Mon seul rituel, c'est je me fais un thé, je me lance et quand il est trop tard, je me fais même pas de thé, c'est-à-dire que je me prends un verre d'eau, et je me lance et en fait, j'ouvre Word et en fait, j'ai le monde qui se rétrécit à la page Word et je ne pense plus qu'à ça et donc j'ai pas vraiment de conseils, enfin, j'ai pas genre, oui, allumer une bougie ou moi, je fais pas. Déjà, quand il y a une bougie qui est allumée, il y a une flamme, donc ça m'inquiète un peu et je surveille toujours. Je suis team anxieuse, mais non, non, vraiment, je me fais un thé et voilà et par contre, en termes de vraiment, une fois que je suis placée, que je commence à réfléchir à mes histoires, ce que je fais, c'est que je relis toujours la scène ou le chapitre d'avant ou en tout cas ce que j'ai écrit à la séance d'écriture précédente pour me remettre dedans. Je corrige un tout petit peu, mais vraiment genre, si je vois une faute d'orthographe, une virgule à déplacer, mais je me retiens de corriger autre chose. Si je vois un gros truc à corriger, je me mets un commentaire dans Word en disant: «Ah ici j'ai repéré ça, il faudra penser à ça» et directement derrière j'écris la suite. Mais si je peux faire ça, c'est parce qu'à la séance d'écriture précédente, j'ai un rituel de fermeture. Donc j'ai fini mon OK. thé déjà, ou alors il est froid, au choix et ce que je fais en fait, c'est que quand je termine d'écrire et que je vois qu'il me reste 5 minutes, tu vois, vraiment avant d'aller faire ma vie ou faire autre chose, je me mets des devoirs pour la fois suivante. Je me dis: «Là, il faudra penser à ça». Donc en gros, je suis tout le temps enfin, je suis toujours dans ma scène, et du coup, en fait, je me dis: «Voilà, Cécile, la prochaine fois, il faudra faire ça et ça et ça» et du coup, quand j'arrive la fois suivante, bah, je sais déjà ce que je dois faire. Parce que la moi du passé a pensé à la moi du futur et elle est bien contente, la moi du futur. Donc voilà, du coup, j'ai toujours alors c'est dans mes bas de documents Word, tu as le roman, sur, je sais pas, genre 70 pages et puis tu as 3-4 pages de synopsis un peu dégueulasse de ce qui vient ensuite et entre 2 tu as des bullet points, en fait, où pour la prochaine fois, il faut que je fasse ça, 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 ça et c'est une espèce de liste de courses de, ne pas oublier ceci, ne pas oublier cela. Ah, il faut penser à telle intrigue, à la relancer et cetera et du coup, je me remets très vite au travail grâce à ça parce que, bah, j'ai jamais besoin de faire l'effort de vraiment replonger à fond dedans. C'est un rituel très rapide de remise en place et en 5 minutes, j'écris. Voilà. OK. OK, donc tu disais que tu fais
finalement des sessions d'écriture? Qu'est-ce que tu Mmh. t'en fais tous les jours? Tu écris tous les jours? Ou c'est par période? Ou tu te dis là pendant un mois, j'écris le livre et puis après je fais une pause? Comment tu t'organises là-dessus? Alors, au début, j'ai beaucoup culpabilisé au fait de ne pas écrire tous les jours, parce que je n'écris pas tous les jours. Parce que le conseil qui revient, c'est: «Écrivez tous les jours si vous voulez être écrivain». Non, écrivez régulièrement si vous voulez être écrivain. Ça, c'est le conseil que je valide. Et régulièrement, ça peut être tous les week-ends si vous n'avez que les week-ends, ça peut être, 1 mois tous les 3 mois si vous ne pouvez que travailler comme ça, moi c'est ce que je fais. Heu, mais régulièrement en fait. Et en fait, si vous culpabilisez de ne pas écrire, ça va être encore plus difficile de se remettre à écrire. Donc voilà, pour moi ça c'est vraiment quelque chose que en gros être, bienveillant envers soi-même, c'est important, pour avoir une bonne vibe d'écriture, un bon flow. Et en fait moi j'écris en fait avant j'écrivais tous les jours et ça a beaucoup pris sur ma santé mentale parce qu'en fait les jours où j'avais ni l'énergie ni le temps, j'écrivais quand même Tu te et très forçais? honnêtement, ouais voilà et ça m'a quasiment dégoûtée d'écrire en fait, ce qui est complètement contre-productif au final. Et du coup, depuis 6 ans à peu près, ouais 6 7 ans, ce que je fais c'est que j'écris dès que je peux, mais je ne force pas. Mmh. Là, par exemple, la semaine dernière, j'ai un peu écrit, j'avais une scène de roman avec mon coauteur à avancer. Ce que j'ai fait, j'ai pas pu terminer. Je me suis pas pris la tête. Je me suis pas dit: «Allez, ce week-end, je m'y mets» et cetera. Ce week-end, j'étais pas chez moi, donc voilà. Mais avant, je serais arrivée à 22 heures, tu vois? Et de 23 heures à 1 heure du matin, j'aurais écrit laborieusement ma scène. Déjà, est-ce que la qualité aurait été là? Je pense pas. L'envie d'écrire non plus. J'ai préféré là, tu vois, bah, après qu'on se soit parlé, en fait, je vais m'y mettre, je vais faire mon thé et je vais aller voir ce que j'ai mis comme petite note et je vais le faire. Mais j'ai commencé à écrire cette scène-là, c'était là, on est mercredi, c'était pas ce lundi d'avant, c'était le lundi d'avant encore et j'ai écrit sur lundi, mardi, mercredi. Donc au final, tu vois, j'écris régulièrement, mais la régularité n'est pas forcément quelque chose de c'est pas tous les De jours, fixe? c'est Ouais. exactement, c'est pas fixe, voilà. Le tout, c'est de se dire: «Mince, ça fait longtemps que j'ai pas écrit», longtemps, ça peut être 2 jours, comme une semaine ou un mois. «Ah bah tiens, j'écris, c'est quand le prochain moment où j'ai du temps?» et je le fais, en fait. Et de raisonner comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus efficace, beaucoup moins culpabilisant et on se rend compte avec le temps, enfin et moi avec les gens que je coach, je sais pas si tu t'en rends compte aussi au niveau des gens qui travaillent, leur rythme de boulot et cetera, mais en fait, tout le monde a des rythmes différents et Mmh. je pense qu'il faut pas essayer de copier le voisin, il faut trouver ce qui marche pour soi. Voilà. Mmh. Oui, c'est évident ça. Ouais. Mmh. OK. Est-ce qu'il y a des moments où, tu y arrives plus? Ou je sais pas, tu sais, hein, souvent on dit le syndrome de la page blanche où, je sais pas, tu as plus d'idées, tu arrives pas à continuer. Comment tu débloques si ça t'arrive, ces passages-là? Eh bien, je joue comme un enfant. C'est-à-dire que j'envoie tout bouler avec des gros mots et tout, «Ouais», voilà. Et en fait, je vais faire ma vaisselle, je vais, faire des trucs, un peu relous, tu vois? Mais qui sont vraiment physiques, où j'ai généralement les mains dans l'eau ou les mains dans la terre. Genre ça, c'est mes trucs qui me voilà. Ça me détend, de nettoyer des trucs et de ranger, enfin, donc il faut trouver votre activité, voilà, pour, ça peut être, je sais pas, d'aller dans une rage room si ça vous plaît aussi, enfin peu importe. Vous faites ça un bon coup et puis vous oubliez l'écriture. Vous passez à autre chose. Vous allez faire du quad si vous faites du quad, vous allez, bon lire des livres si vous voulez lire des livres, mais si vous pensez à l'écriture, ça vous fait culpabiliser, vous mettez de côté. Vous allez promener le chien, vous allez faire une rando, je sais pas, vous allez au Japon si vous avez les sous, enfin peu importe. Vous faites un truc où vraiment vous vous foutez la paix pendant 2 3 semaines, un mois. Et généralement, au bout de ce temps-là, l'envie d'écrire revient. Et ce que je fais, c'est qu'à ce moment-là, je m'y prends comme un enfant qui jouerait avec, quelque chose. C'est-à-dire que je vais aller sur des exercices d'écriture qui n'ont pas vocation à aller dans mon roman ou à aller dans des nouvelles ou dans des projets ou quoi. Et je vais juste m'amuser avec un exo, en fait. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai créé les gammes d'écriture que je propose sur le site. C'est des exercices, en fait, alors ils sont classés par thème du coup, parce que des fois c'est sur les personnages, des fois c'est sur les univers, des fois c'est enfin, le style et cetera. Et en fait, dans ces exos-là, j'ai un prompt, d'inspiration. Ça peut être, je ne sais pas, l'autre fois, il y en avait un que j'avais fait, c'était, «C'est quoi la liste de courses de Marie Curie quand elle va au marché?» OK. Et donc j'ai écrit la liste de courses de Marie Curie quand elle va au marché. Et en fait, bah, du coup, ça débloque parce qu'on s'amuse et on est content et donc ça fait la dopamine dans le cerveau. On se dit: «Ah, mais finalement écrire, c'est pas si naze» et du coup, en fait, on revient à la fois reposé, on s'est distrait, on a pris le temps de prendre soin de soi et du coup, le blocage d'écriture à la page blanche qui me bloquait, bah, n'est plus un problème, c'est un défi.
Et donc même s'il y a un défi technique interne spécifique au roman ou à la nouvelle qu'on écrit qui est à ce moment-là, vraiment problématique, mais en fait, c'est plus un problème insurmontable parce qu'on a à nouveau l'énergie, le temps, la disponibilité mentale et que du coup, en fait, on le résout assez rapidement au final. Donc prenez une OK. pause et amusez-vous. Voilà. C'est un bon conseil. Moi, j'aime bien. OK, génial. Est-ce que maintenant tu aurais, des erreurs que tu vois revenir souvent chez les débutants et tu dis: «Ça, c'est simple à corriger et on peut le corriger de telle façon»? Est-ce que tu aurais ça? Alors j'ai une erreur spécifique aux gens qui écrivent de l'imaginaire et notamment de la fantaisie, mais pas que, de l'imaginaire en général. Mmh. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais ou si des gens qui écrivent de la fantaisie t'ont déjà parlé de ce qu'ils font. Ils commencent toujours par parler de l'univers. Ils disent: «Ouais, moi j'ai un univers, il y a des dragons, il y a des vaisseaux spatiaux, il y a des aliens au Ouais. milieu», enfin et en gros, ils te décrivent avec beaucoup d'enthousiasme tout ce qui est dans leur univers, mais ils te parlent jamais des personnages et tu te rends compte en fait que quand ils commencent à écrire, bah, les premières pages de leur roman, c'est une explication de l'univers. Alors ça marchait bien dans, Le Seigneur des Anneaux avec, Tolkien, mais Tolkien, il a écrit il y a bien, bien longtemps. Maintenant, on n'accepte plus vraiment ça dans les débuts de récits. On a une approche très différente de l'écriture et donc en effet, 30 pages sur pourquoi les hobbits fument la pipe, c'est peut-être pas nécessaire, tu vois? Donc je caricature, mais c'est vraiment ça. Des fois, Mmh. tu lis des débuts de romans et en fait, ils t'expliquent pourquoi le soleil, il tourne, en sens inverse, autour d'une planète, contrairement à nous qui tournons autour du soleil et cetera et donc c'est hyper intéressant en soi, mais en fait, c'est lourd à lire parce que, bah, nous auteurs enfin lecteurs, on connaît pas l'univers, on n'est pas là pour lire une encyclopédie, on est là pour lire une histoire. Et donc en fait, l'erreur principale, c'est qu'ils ne partent pas des personnages, ils partent toujours de l'univers et du coup, ils ont des récits qui sont très denses dans lesquels eux-mêmes, en tant qu'auteurs, ont du mal à rentrer parce qu'ils me disent, de leurs propres mots: «Cécile, mon début, il est lent». Ah bah oui, il est lent. Il y a 5 pages où tu m'expliques d'où vient le soleil. Concrètement, c'est Mmh. normal. Donc du coup, en fait, ma principale, problématique, avec, ces gens-là, mais aussi la plupart des gens, c'est de recentrer l'histoire autour du personnage parce que l'histoire, c'est l'intrigue et l'intrigue, c'est l'univers. Donc en fait, tu vois, il y a tout un effet domino et du coup, quand on part du personnage, en fait, bah, tout se débloque. Donc le problème principal, c'est de trop souvent se concentrer sur l'ensemble sur tout ce qui n'est pas personnage, en fait et y compris l'intrigue d'ailleurs. Alors que si vous partez d'un personnage qui a un vrai problème, qui a un secret et qui est prêt à résoudre ce problème et à mettre en danger son secret, bah, vous avez une histoire, en fait et OK. on peut tout développer au fur et à mesure. Et d'ailleurs, c'est le premier exercice qu'on a fait, dans ta formation avec les les auteurs qui étaient venus à l'atelier. Je leur ai fait faire un exercice justement pour cette raison-là, sur les personnages et comment créer un personnage à intrigue, en fait, qui va générer de l'intrigue de tout seul. Voilà. Top. Super, tips, je pense. OK. On a parlé un petit peu, de ta carrière d'auteur, de comment tu Mmh. écrivais et cetera. Ensuite, tu as ouvert ton école d'écriture. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Ouais, bien sûr. Alors, c'est une histoire triste et drôle à la fois. Quand j'étais à l'université, donc en master, j'avais la grande ambition de devenir professeure d'université à la fac, en français, langue japonaise, anglais, enfin peu importe. Et quand je suis arrivée en doctorat, un des profs m'a dit, je pense qu'il essayait d'être gentil, mais c'était pas vraiment la bonne remarque: «Tu sais, pour un poste, il y a 80 postulants, hein, ça va être très, très difficile, hein, tu auras jamais de poste. Jour 1 de la thèse». Alors au début, j'avais vachement d'énergie, je me suis dit: «Ouais, je vais lui montrer, machin et tout», enfin voilà. Et en fait, plus le temps passait et merde, plus il avait raison quoi, en fait. Donc voilà mais j'aimais sincèrement et vraiment enseigner et en fait, quand on est en thèse de doctorat, notamment en littérature comparée comme je l'étais, hem, on est censé valider des heures d'enseignement. Donc tu as 100 heures de formation à valider et parmi ces heures-là, certaines peuvent être, des heures d'apprentissage de la pédagogie et de l'enseignement. Et donc moi, j'ai chopé des cours, mais j'y suis allée au culot. C'est-à-dire que je suis allée voir tous les profs des départements que je connaissais un peu. Je leur ai dit: «Hey, vous avez pas un cours pour quelqu'un qui écrit des romans? Puis je suis traductrice depuis l'anglais, puis j'ai fait du japonais» et cetera. Et il y a une prof que je remercierai toujours du fond de mon cœur et avec qui c'est très bien passé. C'est Sarah Greaves de l'école, de pas de l'école, de la faculté d'Aix-en-Provence, qui enseignait l'écriture créative en anglais à ce moment-là et qui me dit: «Cécile, bah, je dois, faire d'autres cours, j'ai pas le temps de le faire cette année. Du coup, ta demande, elle tombe à pic, est-ce que tu veux le faire?» Je dis: «Bah, pas de souci» et là, elle me dit: «En fait, il faut faire écrire un texte à tous les étudiants qui s'inscrivent». J'arrive jour 1, 44 étudiants.
On avait 11 semaines avec 2 heures de cours par semaine. Je me suis dit: «Waouh!» Donc là, je me suis mise à bosser comme une malade sur mon plan pédagogique et cetera et j'ai adoré et en fait, on a réussi, je les ai mis par groupe de 5-6. Ils ont chacun écrit un roman en anglais intégralement avec des fois des langues, comme j'avais dit, qui avaient été intégrées et cetera et alors c'était un petit roman, tu vois? Ça faisait, 20 000 mots ou 100 pages à peu près, 100 pages en version, Mmh. Ouais. édition, enfin, si il avait auto-édité, ça aurait fait 100 pages, quoi, pour les 8-12 ans. Donc je leur ai dit: «Comme ça, on reste sur un niveau de vocabulaire, qui peut être recherché, mais avec des phrases qui sont pas, ultra complexes ou quoi que ce soit». Donc ça leur donnait un objectif de cible et eux aussi d'anglais à maîtriser et en fait, on s'est régalés et tellement que, à la fin, ils étaient tellement fiers, ils ont fait des couvertures eux-mêmes, et on avait une bibliothèque universitaire juste à côté qui était toute neuve, flambant neuve. J'ai dit: «Bah, venez, on y va au culot, on leur demande si on peut faire un vernissage» et donc ils ont dit: «Oui» et du coup, en fait, on a préparé pour la fin du semestre, en décembre, un vernissage avec toutes les couvertures, les premières pages, et cetera et des grands, grands panneaux qui étaient dans toute la bibliothèque et du coup, on avait fait il y avait des petits fours et cetera et je me suis dit: «Putain, c'est ça que je veux faire, quoi». Mais vraiment, quoi. Je me suis dit: «C'est ça que je veux faire» et sauf qu'à la fac, là où en édition traditionnelle, on est rémunéré une fois par an, à la fac, tu es rémunéré un peu quand ils ont le temps de te faire signer le contrat, quand tu es contractuel et un peu quand, oups, ils ont pas oublié de me faire passer au budget du semestre, tu vois? Donc, des fois, c'est un peu long, quoi et donc je me suis dit: «C'est pas possible» et c'est à cette époque-là que j'ai découvert, Antoine BM, Antoine Blanche-Maison et j'ai suivi ses formations. Au début, je me suis dit: «Oh, c'est un peu bullshit la formation en ligne», enfin, tu sais, un peu comme tous les gens sceptiques, qui découvrent ça. Je me suis dit: «Bon, il a l'air de savoir de quoi il parle. J'ai 15 jours pour me faire rembourser si j'aime pas». La formation, elle était à 79 € je crois à l'époque et j'y prends et c'était créer son école en ligne en 30 jours ou 60 jours, je sais plus quoi. Je la prends, je l'écoute et je me dis: «Merde, je vais pas me faire rembourser, c'est trop bien» et donc je fais le truc, tu vois? Et en genre un mois, j'avais 2 ans de travail, de masterclass à créer, de trucs à faire. Je dis: «Putain, mais c'est formidable, quoi» et du coup, je m'y suis mise et j'ai mélangé ce que j'ai appris de pédagogie à la fac, à ce que lui, il mettait en marketing et depuis, je ne fais qu'appliquer ça, en fait et meilleurs 80 Trop € bien. dépensés, quoi et vraiment, ça m'a poussée à devenir coach parce qu'en fait, je me suis dit: je ne peux pas enseigner à la fac, c'est pas possible». Je voulais pas passer les concours, la Greg et cetera pour enseigner en école publique. Je voyais des amis qui étaient profs déjà et je voyais à quel point c'était difficile comme métier et franchement, grosse admiration aux professeurs, quoi et je me suis dit: «Je peux pas, je vais juste finir en dépression si je fais ça», comme mes amis d'ailleurs à l'époque et du coup, bah, je me suis lancée dans l'infoprenariat et je ne regrette pas et je suis devenue alors on dit coach, mais en fait, plus exactement, je suis mentor en écriture créative. C'est-à-dire que j'utilise mon expérience personnelle de l'édition, de l'écriture et cetera et je le transmets en tant que mentor aux gens que je suis et actuellement là, j'ai, 21 auteurs, sous mon aile, voilà. OK, trop bien. Merci Antoine DM. Oui, j'avoue. OK, je sais qu'actuellement, tu as une offre jusqu'à fin décembre. Est-ce que Mmh mh. tu peux nous en toucher, 2 mots? Et on mettra, tes liens, dessous en description, comme ça pour ceux que ça intéresse, ils pourront, aller voir. Bah, bien sûr, avec plaisir. Bah, justement, dans la grande tradition d'Antoine BM qui dit de faire ça régulièrement, je me suis dit au début, je me suis dit: «Non, c'est pas hyper, et si, ça marche, du côté business et ça marche du côté des gens qui sont ravis parce qu'en fait, ils ont accès à des produits, qui ils l'achètent, ils me disent, «Cécile, tu fais moins 70 mais franchement, j'aurais payé plein prix et j'aurais été contente pareil». Je dis: «Bon, bah, cool, ça c'est bien» et donc en fait, cette offre, c'est moins 70 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, donc minuit et c'est sur tout le catalogue, à part, la formation de mentorat, mais qui de toute manière est complète et donc il y a tout de, écrire son premier roman, corriger son roman, bah, la formation sur la quête de l'éditeur dont je te parlais pour le synopsis et tout, il y a tout dedans. Il y a aussi un catalogue des maisons d'édition à qui on peut envoyer. Hem, il y a, les formations aussi d'auteurs et d'autrices que j'ai invités à, écrire des formations pour moi, parce que du coup, je fais ça aussi. Je sollicite des fois des professionnels du milieu du livre et je leur dis: «Est-ce que tu pourrais me faire une formation sur tel sujet dont tu es spécialiste?» et ils me disent: «Oui» et ils le font. Donc par exemple, on a Jean-Laurent Del Socorro qui est un auteur, d'imaginaire et d'historique, très enfin, pas hyper connu en France, mais très bien installé dans le milieu historique et cetera, qui a fait une formation sur écrire l'histoire. Donc voilà, de A à Z. Comment est-ce qu'on écrit un roman historique? Betty Piccioli qui, elle, fait dans le roman à choix multiples,
les romans dont vous êtes le héros. Elle fait ça très régulièrement et là, ce mois-ci d'ailleurs, elle a un roman qui s'appelle, Noël mortel aux éditions, je crois que c'est Rajo, il me semble et où en fait, c'est chaque année, elle a un roman sur un thème différent, sur ça et ça a des gros succès, ça marche très, très bien et elle est ultra spécialisée là-dedans. Elle a fait une formation à l'école d'écriture et il y a aussi Audrey Alouette qui a écrit donc Magic Charlie qui est derrière moi, mais qui a écrit aussi le Grimoire d'Elphie en bande dessinée, qui a également fait la bande dessinée Princesse Sarah, qui est vendue à des millions d'exemplaires à travers le monde et qui est quelqu'un de formidable aussi, et qui a fait une masterclass sur être bien édité, parce qu'elle a une carrière un peu plus longue que la mienne. Elle a connu beaucoup plus de choses, des éditeurs très différents, etc. Et donc elle a fait vraiment un cours sur l'édition en général, mais aussi monter une carrière en édition traditionnelle. Voilà, pas juste envoyer, le côté technique, mais vraiment le côté monter une carrière, etc. Et ce sont des formations extraordinaires que j'adore. Il y en a d'autres qui arrivent bientôt, qui sont en cours voilà, de fabrication. Et donc il y a plein de choses comme ça. Vraiment, le catalogue, il y a une trentaine de formations, donc masterclass, qui peuvent vous occuper des semaines à des mois. Des gammes d'écriture qui, là, pour le coup, sont des exercices techniques pour débloquer un problème beaucoup plus rapidement. Donc ça vous occupe un bon mois, généralement. Voilà. En Ok, gros, je crois que génial. j'ai tout dit, il me semble. Eh ben, je mets le lien parce que moins Ouais. 70%, super offre. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, allez jeter un coup d'œil. J'ai une dernière question avant qu'on se quitte. Toutes les bonnes choses ont une fin. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner ici sur l'écriture, un dernier conseil qu'on n'a pas encore évoqué depuis le début, donc quelque chose qu'on n'a pas évoqué? Oui, je dirais, n'écoutez pas tous les conseils d'écriture. En gros, tous les conseils d'écriture ne sont pas bons pour vous et s'il y a un truc où vous sentez que ça vous gêne pour une raison ou pour une autre, suivez votre instinct, ne l'écoutez pas, ce conseil. Ou carrément appliquez le conseil inverse pour voir ce que ça fait. Parce qu'en fait, les conseils sont génériques et vous, votre expérience, elle est pas générique. C'est votre vie, votre façon d'écrire. Donc si on vous dit: «Oh, les débuts météo, c'est nul, il faut pas en écrire», ce que des éditeurs disent, bah, moi j'ai envie de dire: «Parfois, c'est super bien les débuts météo» et vraiment, il faut, s'écouter et en gros, ce qui compte, c'est que suivre les conseils ou pas, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que le roman soit bon au final. Donc travaillez, 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 travaillez. Faites-vous confiance. Écoutez les conseils qui vous semblent pertinents pour vous spécifiquement et pour votre roman spécifiquement et tout se passera bien. Voilà. Je crois que c'est un bon mot de la fin. C'est un bon mot de la Voilà, fin. je veux pas m'envoyer Génial. trop de fleurs, mais voilà, c'est vraiment le conseil de tous les conseils pour moi, c'est ça. Voilà. Génial. Écoute, merci pour toute cette valeur que tu as apportée, tous ces petits tips, etc. Ton histoire aussi super intéressante. Je te remercie beaucoup. On met tous tes liens en description. Voilà, pour ceux qui veulent voir plus souvent Cécile, vous avez deux solutions. Rejoindre une de ses formations ou alors Amazon KDP Pro, comme on le disait, tu es coach là-bas. Merci pour ton temps, merci d'être passé sur la chaîne. Je te dis à bientôt. J'espère que ça vous aura plu cette vidéo. Dites-le nous en commentaire si ça vous aura plu. Et puis on se dit à bientôt. Ciao, Ciao. ciao.